présenté. Je suis content d'être parmi vous, donc à l'École des Beaux-Arts d'Angers. Et c'est un plaisir de travailler avec toi depuis un petit moment. Moi, je suis très content d'avoir des doctorants de 50 ans et plus. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que bon, je suis pas spécialiste de Deleuze, contrairement à beaucoup d'entre vous, bien qu'il ait fait partie de mon paysage intellectuel des années 70 et 80, au moment où j'ai fait mes études et ma thèse. Et en fait, la question que je pose, je ne veux pas y arriver avant la fin, c'est-à-dire que ça va être une question à laquelle je vais arriver avec beaucoup de détours. C'est pourquoi la figure du rhizome et non pas celle du nuage. Je vous expliquerai à la fin, un peu comme dans un roman policier, la raison de cette question. En fait, le rhizome procède d'un modèle génétique. J'entends par génétique ce qui relève d'un génos. On peut dire aussi générique, puisque c'est quelque chose qui relève du genre. Et d'ailleurs, donc soumis à la corruption et à la génération de la corruption, selon l'expression qu'on trouve chez Aristote. Et en fait, l'étymologie de rhizome, c'est quelque chose que j'ai vérifié, en grec renvoie à la même étymologie que le latin radical, c'est-à-dire racine, c'est-à-dire qu'on est dans une racine anti-racine. Et ça, c'est, je trouve, assez intéressant, ce qui fait que dans ce petit ouvrage que j'ai eu et que j'ai perdu, je me suis toujours demandé si quelqu'un me l'avait piqué en fait, parce que j'ai cherché toute ma bibliothèque, mais franchement, je sais pas, je l'ai pas retrouvé, donc j'ai racheté une version neuve de 1000 plateaux. On m'a fait remarquer hier dans la voiture, d'ailleurs, bon, Deleuze était tout neuf, et j'ai trouvé que c'était pas mal d'avoir un Deleuze tout neuf. Alors, Gilles Deleuze propose un modèle proliférant, anti-autoritaire, qui contraste avec les taxonomies pyramidales, centralisées, autoritaires. Et le rhizome a constitué, bien avant l'émergence d'Internet, la figure d'opposition à la verticalité, celle d'une, comme je disais, une figure anti-autoritaire de gauche, défendant l'horizontalité proliférante, l'opposition aux hiérarchies, aux ordres institués. Et ce qui est intéressant, c'est que ce thème du rhizome est devenu, dans les années 80, aujourd'hui c'est un petit peu moins le cas, presque un lieu commun. Je me souvenais d'avoir entendu des professeurs d'université s'exclamer sur la résurgence encore du rhizome dans les mémoires de maîtrise. Ils en pouvaient plus. Et c'était véritablement la figure d'opposition qui était qui finissait par énerver ces braves professeurs de l'institution. Et en fait, bon, hier on a écouté Richard Pinas qui a fait un disque qui s'appelle Rhizosphère. Je crois qu'il l'a même fait avant la création de Eldon, puisque il me semble que c'est en 71. Non, il est plus tardif. C'est en 77, alors que Eldon commence en 72. Alors, évidemment, le rhizome est une métaphore. Et je pense que c'est important d'appréhender, surtout quand on considère la relation privilégiée de Deleuze à Nietzsche, ce que peut être une métaphore, ce que peut signifier une métaphore. Hein, vous vous souvenez bien que dans le livre du philosophe, Nietzsche précise que les concepts sont des résidus de métaphores, c'est-à-dire que la métaphore n'est pas une construction qui vient après le concept, mais qui au contraire permet au concept d'émerger, lequel est l'oubli finalement de la métaphore initiale, de même qu'une pièce, c'est la comparaison que prend Nietzsche, qui a été beaucoup utilisée, finit par voir s'effacer les figures qui étaient dessinées à sa surface. Alors, la question qui m'intéresse, c'est comment rentrer dans ce qu'on pourrait appeler peut-être la mythologie deleuzienne, et approcher Deleuze aussi comme un philosophe littéraire. C'est-à-dire que quand on lit le plateau,
on lit évidemment de la philosophie, mais on lit aussi un texte très marqué par la littérature. Les références ils sont innombrables. Schwab, Kleist, Joyce, ailleurs, Proust. Il est évident aussi que dans la production de l'écriture littéraire, précisément, ne peut, chez Deleuze, me semble-t-il, être complètement distinguée ou séparée, en tout cas, de l'écriture philosophique. Alors, ce qui frappe aussi, c'est que on trouve beaucoup d'éléments de notre modernité. C'est-à-dire que ce caractère anti-autoritaire, ce caractère en réseau, c'est d'une certaine façon le monde dans lequel nous vivons. Ce qui est étrange, c'est que si Deleuze a anticipé d'une certaine façon l'éruption du monde anti-autoritaire dans lequel nous nous trouvons, les métaphores qu'il utilise ne sont pas celles que nous utilisons aujourd'hui. C'est-à-dire que le terme de réseau n'est pas il l'utilise, mais c'est pas le plus familier. La figure du rhizome, du terrier, tout ce qu'on va avoir, ce sont des choses qui renvoient à un certain imaginaire. Et c'est vrai, par exemple, que l'imaginaire d'Internet relève d'une poétique différente. Et on peut dire aussi que l'imaginaire anti-autoritaire contemporain relève aussi d'une poétique différente. C'est-à-dire que dans ce que dit et fait Elon Musk, on ne reconnaît pas vraiment l'anti-autoritarisme de l'époque de Deleuze. Et on se dit qu'il a dû se passer quelque chose entre-temps, et ça serait intéressant de savoir quoi en réalité. Parce que l'auto-organisation anti-autoritaire, et on a lu tellement de livres sur Internet qui nous ont parlé de l'intelligence collaborative, ça ressemble à Deleuze, mais ça dit pas vraiment la même chose, et même souvent ça dit exactement le contraire, puisqu'on voit apparaître d'une certaine manière une forme de concentration. Alors, Ellul avait dit ça quand même. Il avait dit que dans un réseau, il faut faire attention parce que le réseau est innombrable, avec des racines et des distributions extrêmement nombreuses, mais en même temps, il ne faut pas oublier que dans un réseau, tout est connecté à un point. Si tous les points sont connectés à tous les points, il est possible que le point où il y a le plus gros tuyau ou la plus grosse aspiration puisse réellement aspirer tous les autres. Ça, c'est une question qui est très importante. Je me souviens avoir un jour donné à des étudiants de Master 2 le même travail à faire en leur demandant de s'organiser différemment. Le premier avec une organisation hyper hiérarchisée, et le deuxième en n'ayant pas de spontané, quoi. Alors, en fait, ce qui s'est passé, sans aucun problème, ceux qui n'étaient pas organisés ont trouvé la solution plus vite que les autres. Voilà. Mais il y a une chose qu'ils n'avaient pas prévue, c'est que le groupe hiérarchisé a désigné quelqu'un pour aller demander au groupe non hiérarchisé quelle solution ils avaient trouvé, et ils lui ont donné tout de suite, ce qui fait que finalement, c'est celle du groupe hiérarchisé qui nous l'a apporté en premier. J'avais trouvé la morale de l'histoire extraordinairement surprenante et amusante, parce qu'on voit bien que une lutte de modèle, c'est aussi une lutte qui se situe à des niveaux qu'on ne peut pas forcément tout à fait anticiper. Alors, comment lire donc Rhizome en 2022 ? Ce qui me... Oui, je voulais parler de Foucault, mais je peux passer. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Deleuze commence par refuser donc ce qu'il désigne comme le livre Racine, comme image du monde, hein, page 11. Et ce premier refus est, phrase souvent citée et reprise par Deleuze lui-même, l'un qui devient deux. Ce qu'il exemplifie, et ça c'est quand même assez intéressant, avec le pivot syntagmatique de Chomsky. Je trouve la référence très intéressante, parce que c'est une référence linguistique qui revient
qui n'est pas véritablement complètement creusé. Alors, à propos de Chomsky, il dit il ne comprend pas la multiplicité, donc le foisonnement du multiple, et Deleuze refuse également le système radicel, ou racine fasciculée, qui, sans se rattacher à une racine centrale, conserve malgré tout un lien solidaire, ce qui lui paraît relever d'une unité secrète encore plus compréhensive. Hein, citation de Deleuze. Ou d'une totalité plus extensive. Il évoque à ce moment le cut-up de Burrow, page 12, et aussi le pliage. Bon, on sait que le pliage, il y reviendra évidemment dans le livre sur le pli. Il écrit les mots de Joyce, je cite, les mots de Joyce à racines multiples, et ne lui semblent pas parvenir à briser, je cite, l'unité linéaire du mot. Fin de citation, qui se maintient dans le flux de pensée. Il reviendra d'ailleurs dans son Proust sur cette question qui est très intéressante, qui est la perte de la totalité quand on se laisse flotter dans la syntaxe de Proust. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une expérience que je trouve que c'est un des passages les plus brillants que Deleuze ait écrit. C'est-à-dire que normalement, une phrase complexe nous permet de reconstituer tous les méandres de la période avec ses sous-parties, etc. Et en fait, Deleuze dit mais non, avec Proust, les phrases sont tellement compliquées qu'on passe un seuil, ou contrairement à des auteurs comme Chateaubriand, qui ont aussi par exemple écrit des phrases extrêmement compliquées, au bout d'un moment on perd le fil de la phrase et on se laisse porter par le flux. C'est-à-dire qu'on ne peut plus conserver véritablement l'unité générale. Et donc, Deleuze s'écrit, vive le multiple, il faut le faire. Alors, la question de l'unique me semble quelque chose de très important, et peut-être plus encore que celle de la racine. C'est-à-dire que, par exemple, Deleuze envisage le rhizome comme ce système dont on soustrait l'unique. Et il le désigne donc sous le terme de rhizome qui, je cite, se distingue absolument des racines et des radicelles. Fin de citation. Le rhizome n'est pas absolument un végétal d'ailleurs. Le rhizome en lui-même a des formes très diverses, depuis son extension superficielle ramifiée en tous sens jusqu'à ses concrétions en bulbes et en tubercules. Alors là, on est quand même dans le domaine du végétal, mais il peut être aussi meute ou terrier, et il, je cite, obéit, si on peut s'exprimer en ces termes, à des principes de connexion et d'hétérogénéité. N'importe quel point du rhizome peut être connecté à n'importe quel autre. C'est-à-dire que le rhizome est évidemment une plante, mais en réalité, dans les exemples donnés par Deleuze, on peut aller vers une congruence animalière, congruence humaine. Le contour n'est pas absolument défini. À l'encontre donc de la grammaire générative de Chomsky, Deleuze refuse tout système d'agencement qu'on peut trouver par exemple dans un ordre du discours, et il se développe à l'encontre de toute syntaxe et de toute forme de grammaticalité. Il se nomme comme décentré et comme échappant à toute approche généalogique. Il n'est par conséquent pas orienté et ne permet plus qu'on distingue un objet d'un sujet. Il s'agit, je cite, d'une multiplicité qui n'a ni sujet ni objet, mais seulement des multiplicités. Bon, ça ne doit pas être une bonne citation, parce qu'il ne doit pas y avoir deux fois multiplicité dans la phrase. Ce faisant, il rend impossible aussi toute généalogie et toute fondation. Je cite, il fait proliférer l'ensemble, et, cette citation, et comme le jeu de Glenn Gould, il transforme, je cite, les lignes en points. Cette citation, sans se laisser enfermer dans un ensemble, car, j'ouvre la citation, l'unité opère toujours au sein d'une dimension vide supplémentaire, fin de citation, par une sorte de surcodage ou d'implémentation que Deleuze refuse. Il est intéressant de voir à quel point Deleuze recourt aussi au langage de la théologie négative pour s'opposer à l'unicité, renversant le discours de l'un. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, parce que quand on lit Plotin et
et qu'on regarde un petit peu les développements de la théologie négative, dire ce que Dieu n'est pas, finalement aboutit à garder l'un. Or, Deleuze procède exactement de la même manière, mais dans un sens opposé, c'est-à-dire que dire ce que ce n'est pas, au contraire, définit le multiple. J'avoue que cette chose m'a beaucoup amusé. Il récuse également toute structure mimétique qui tendrait à réordonner l'ensemble par une sorte de dissemblance coopérative de la guêpe et de l'orchidée. Le passage est connu. Donc la symbiose est d'une certaine façon anti-mimétique. Elle joue par, je cite, explosion de séries hétérogènes dans la ligne de fuite d'un rhizome commun. Fin de citation. Donc il s'agit d'une antiforme, d'une anti-métaphore. Le rhizome échappe donc à l'unicité et à la généalogie. Littéralement, il surgit dans ce foisonnement et il ne permet pas qu'on remonte à sa source ou à son origine. Alors, ce qui m'a frappé, en fait, c'est malgré tout le choix du végétal. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlerai des nuages, parce que il reste quand même dans une figure qui pousse. Elle pousse dans tous les sens, elle prolifère, mais on reste quand même dans un imaginaire végétal. Et ce qui est intéressant, c'est que ce refus donc de la fondation de la radicalité, enfin de la racine, est défini par un terme rhizome qui en gros a la même étymologie en grec que le latin racine. Ce qui fait qu'il y a une sorte de contraste que je trouve assez intéressant. Ça m'a fait penser d'ailleurs au titre Dans la jungle des villes de Brecht, puisque le terme allemand que j'ai oublié signifie pas vraiment jungle, mais plutôt une sorte de fourré diffus. Alors, Heidegger, dans Sein und Zeit, a essayé aussi d'aborder le monde ambiant par le milieu. Ne pas rentrer par le début et par la fin, mais par l'humeur, in media res. Il ne peut plus être question à ce moment de fondation. Dans le principe de raison, il a aussi essayé d'échapper à l'implacable logique de la causalité, et il a tenté de se détacher de ce qu'on pourrait désigner comme l'assignation causale, l'assignation à une première cause. Heidegger achève sa quête dans le principe de raison par une référence à Angelus Silesius et la rose sans pourquoi, encore un élément végétal que je tiens à souligner. Son tour de magie, consistant à séparer la question de l'être, tombé dans l'oubli, celle de l'étant, fut-il touffu. La critique de l'ontologie par Deleuze est, à mon avis, tout à fait destinée à cette séparation, puisqu'effectivement, l'étant est touffu, mais l'être tombé dans l'oubli reste dans l'unicité, et Deleuze est très clair, quand à la fin, j'y reviendrai tout à l'heure, il refuse l'être au profit du et, c'est-à-dire, voilà, pas d'ontologie, pas de fondation, restons dans le milieu. Donc, l'ambiance pourrait peut-être lui aurait plu, mais pas vraiment la musique. Alors, ce qui est intéressant, et peut-être je voudrais y revenir d'une manière plus précise, c'est cette question de la figure arborescente, puisqu'on peut considérer, malgré tout, que même si c'est pas un arbre, le rhizome appartient quand même à l'ordre végétal. Alors, si on pose la question, finalement, de cette image de l'arbre ou de l'arborescence, on la trouve, en fait, on l'attribue en général à Porphyre, avec le fameux arbre de Porphyre, dans son Isagoge, qui est un commentaire écrit au IIIe siècle par un néoplatonicien, puisque Porphyre est néoplatonicien, des catégories d'Aristote. Et Rémy Brague, dans son livre Aristote de la question du monde,
essaie d'expliquer ce que peut être ce qu'on pourrait considérer comme l'évidence grecque. Comment peut-on aborder l'évidence, ce qui vient en premier. Et Rémi Brague explique que, en fait, pour un grec, la première question, c'est d'où je viens. C'est-à-dire, c'est une question de type généalogique. Cette généalogie, c'est vrai qu'on la retrouve dans beaucoup d'histoires de l'Antiquité grecque. Vous savez que d'Oedipe, finalement, toutes ces histoires, quand même, qui ont eu beaucoup de conséquences, hein, le complexe d'Oedipe et tout, ça commence simplement parce que Oedipe a entendu des amis rire sur son ascendance, laissant supposer que peut-être il n'était pas exactement le fils de ce qu'il pensait. Lui qui était avec papa et maman qui l'aimait bien, découvre qu'il y a anguille sous roche, et c'est ça qui va l'amener à aller rencontrer donc l'oracle, qui va lui dire quelque chose qu'il ne comprend pas, parce qu'il comprend pas que quand on lui dit qu'il va tuer son père et qu'il va épouser sa mère, évidemment, il ne sait pas à partir de quand commence la parole de l'oracle. C'est-à-dire que il part pour échapper à ça, mais on lui a pas dit que la parole finalement n'était pas inscrite dans cette temporalité précédente, et que c'est justement parce qu'il part qu'il va pas y échapper. Cette question d'où je viens, elle est très intéressante quand elle est posée dans l'Orestie d'Échille. Parce que vous savez qu'il y a un moment qui est tout à fait passionnant, c'est le moment donc du jugement d'Oreste, où Apollon, qui se fait l'avocat d'Oreste, va argumenter pour expliquer que finalement, entre deux choses qui paraissent plutôt embêtantes, hein, c'est-à-dire tuer sa mère et ne pas venger son père, on serait tenté de croire que quand même c'est plus grave de tuer sa mère que de ne pas venger son père, mais Apollon va faire une généalogie, et l'explication dans laquelle il va expliquer que Oreste, évidemment, ne pouvait pas ne pas venger son père, c'est une explication monogénétique. C'est-à-dire que le vrai ascendant dans la lignée, c'est le père. C'est une génétique très 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 misogyne et machiste au maximum, puisque globalement, ce que dit Apollon, c'est que Oreste n'est pas vraiment le fils de sa mère, laquelle n'a été que d'une certaine façon un réceptacle pour lui permettre de croître, mais que la véritable généalogie était la généalogie paternelle, puisque c'est elle qui fonde la lignée. Alors c'est très intéressant parce qu'on trouve ici une compréhension de l'aspect monogénétique qui est en réalité anthropologique. C'est-à-dire que est-ce que toutes les sociétés considèrent que le père et la mère sont dans ce rapport de domination complète de la lignée du père sur celle de la mère? On sait que non. C'est-à-dire qu'il existe des sociétés matriarcales, elles ne sont pas très nombreuses, mais il existe des sociétés où le rapport à la mère est aussi important ou plus important que le rapport au père. Ça veut dire que cette question de l'unicité de départ, en réalité, c'est une question qu'on peut appréhender, d'un point de vue étymologique, anthropologique. Je pense que c'est intéressant de voir comment ce lien à une cause unique est passé de l'anthropologie à la typologie et finalement est devenu la forme d'organisation de la plupart de nos savoirs. Alors, c'est très intéressant. J'ai amené l'Isagoguet de Porphyre. Merci. Voilà. Alors, je cite Porphyre. Hein.
Ni le genre ni l'espèce, semble-t-il, ne se disent d'une seule façon. Genre, en effet, se dit d'une collection d'individus qui, se rapportant d'une manière déterminée à une chose unique, ont entre eux un certain rapport. C'est d'après cette signification que l'on parle du genre des Héraclides, à cause de la relation à partir d'un être unique. Je veux dire Héraclès. Voilà. Le genre se dit d'une autre façon, c'est le principe de la génération de chacun. C'est-à-dire que le genre est véritablement lié à la génération. Et la structure qui fait qu'on va du genre à l'espèce et de l'espèce à l'individu, on a d'abord appelé genre le principe de la naissance de chacun, et ensuite aussi la multiplicité de ceux qui tirent leur origine d'un unique principe, par exemple Héraclès, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que cette structure arborescente, en réalité, est une là aussi anthropologique. Seulement dans le cas des généalogies, on s'élève jusqu'à quelqu'un d'unique, par exemple Zeus. Ainsi, Agamemnon entre comme individu dans une structure, il est à la fois un Atride, un Pélopide, un Tantalide, et pour finir, un descendant de Zeus. Ce qui est intéressant dans le schéma de Porphyre, bon, il résume, donc l'individu est embrassé par l'espèce par le genre, car le genre est une sorte de totalité, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que ce schéma de Porphyre est au départ de ce qu'on a appelé l'arbre de Porphyre. Or, il n'y a pas d'arbre dans l'isagogée de Porphyre. C'est-à-dire que le terme d'arborescence ne vient pas de Porphyre. Je l'avais trouvé chez Isidore de Séville, et je voulais vous le donner, mais je ne l'ai pas retrouvé, en fait, la citation. Il semblerait que donc l'attribution d'une arborescence, avec la référence à un arbre, soit plus tardive, et qu'elle date de Boès ou d'Isidore de Séville, c'est-à-dire plutôt au 6-7e siècle. Et ensuite, évidemment, elle s'est développée chez Raymond Lull, on la retrouve dans la scolastique médiévale, on la retrouve chez Francis Bacon, on la retrouve chez Descartes, et on la retrouve à la fin dans l'arbre de la connaissance de l'encyclopédie, dans le discours préliminaire de l'encyclopédie d'Alembert. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que cette métaphore génétique a poussé et a fini par créer le cadre même de l'organisation de nos savoirs. C'est-à-dire que finalement, quand d'Alembert établit l'arbre de la connaissance avec le tronc de la raison qui se divise dans les branches diverses des savoirs, lesquelles se subdivisent en des sous-branches plus fines, on peut remonter d'une certaine manière à une origine non pas mythologique, mais qu'on peut trouver dans une autre, ancrée dans une philosophie qui elle-même est ancrée dans une anthropologie. C'est-à-dire que quand Deleuze s'oppose finalement à cette à cette unicité, il s'oppose à une très longue tradition philosophico-anthropologique, ou du moins qui est, si on cherche la source anthropologique, probablement il s'agissait d'une culture de pâtre où effectivement la structure familiale était organisée d'une certaine manière. Alors, dès les premières lignes de Mille Plateaux, Gilles Deleuze refuse cette provenance monogénétique. Nous avons écrit dans l'Anti-Édipe à deux, comme chacun de nous était plusieurs, ça faisait déjà beaucoup de monde, et il note, il y a toujours quelque chose de généalogique dans l'arbre, ce n'est pas une méthode populaire. Et il l'oppose au rhizome. Au contraire, une méthode de type rhizome ne peut analyser le langage qu'en le décentrant sur d'autres dimensions et d'autres registres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que, et c'est un point dont je voulais souligner l'ambivalence, c'est le fait que, malgré tout, la conservation d'un terme végétal, du moins d'origine végétale, paraît un petit peu ambivalent dans la mesure où Gilles Deleuze aurait pu se débarrasser de l'arbre
mais aussi de se débarrasser de tout végétal. Or, non, il conserve le rhizome, l'herbe aussi. Il parle de l'herbe d'une façon assez analogue. À un moment donné, il est aussi question de la carte et le rapport de la carte au calque. Alors, c'est une question qui est assez intéressante parce que, en réalité, on la trouve aussi dans le discours préliminaire de l'encyclopédie. C'est-à-dire que Deleuze appréhende la carte comme une sorte de plateau à entrée multiple, puisqu'on peut entrer dans une carte de tous les côtés. Et le calque lui paraît au contraire une façon de figer et de restructurer en réalité la multiplicité des entrées de la carte au profit d'une sorte de cadrage à nouveau défini. Le calque a déjà traduit la carte en image, il a transformé le rhizome en racine et radicelle, écrit-il. Alors, la question est intéressante parce que d'Alembert, dans son discours préliminaire à l'encyclopédie, envisage quand même que la structure génétique soit pas forcément la meilleure. Ben oui, parce que le problème d'un classement génétique, c'est que vous êtes obligé de connaître le genre de chaque chose que vous voulez étudier pour pouvoir le trouver. Et en réalité, d'Alembert explique que, certes, il y a l'arbre du savoir, mais on peut aussi comparer l'encyclopédie à une map monde, donc on retrouve une image de la carte, puisque en survolant, on va pouvoir aborder des points sans forcément savoir à quel domaine du savoir ils sont rattachés. Alors, c'est une question qui est très importante parce que elle pose en filigrane ce qu'on pourrait appeler la question de la grammatisation. En fait, Deleuze s'intéresse à la morphogénèse du savoir et dans le passage, on pourrait dire, du divers, du multiple au séquentiel. Je cite, « La pensée n'est pas arborescente et le cerveau n'est pas une matière enracinée ni ramifiée. » Ça veut dire que le passage de la carte au calque est assez énigmatique. Comment envisager le passage à un moment donné du multiple, de ce en quoi on peut entrer par tous les côtés, à ce qui à un moment donné va devenir quelque chose de beaucoup plus structuré. Il écrit « Beaucoup de gens ont un arbre planté dans la tête, mais le cerveau lui-même est une herbe beaucoup plus qu'un arbre. » La question se pose alors, qui est celle du passage de l'immédiat de la pensée à sa grammatisation, ce qu'on pourrait appeler sa linéarisation. On retrouve la question abordée par Pierre Castelnuguez dans son ouvrage qui s'appelle « Lire le cerveau », et qui rejoint des questions assez intéressantes aujourd'hui, de savoir comment on va réussir à capter la pensée, par exemple, avec des machines. Vous savez que ce sont des dispositifs. Moi, j'ai entendu beaucoup d'ingénieurs en informatique me dire que bientôt on n'aura plus besoin de parler, puisque on allait avoir des électrodes qui allaient capter nos ondes cérébrales et qu'on allait pouvoir les transcrire. C'est assez intéressant parce que c'est vraiment une question qui est la question de la grammatisation. C'est-à-dire que, est-ce que dans l'opération de parler se produit quelque chose qu'on pourrait nommer entre l'activité neuronale, finalement, et la production plus ou moins grammatisée de textes ou de paroles organisées. Alors, cette question nous ramène évidemment vers Chomsky, et je dirais sur les interrogations de Deleuze envers Chomsky, que je trouve très intéressant. Évidemment, le modèle de Chomsky est arborescent et il a écrit une grammaire générative. Donc évidemment, on voit bien quel est le problème. Mais est-ce qu'on peut envisager une grammaticalité non générative? Je pense que là encore, on revient
vers la littérature. Et je crois que c'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant de voir, d'explorer ce côté effectivement tournoyant et non prédéterminé de la littérature. Je pense que c'est ce qui explique les références aux auteurs que j'ai cités tout à l'heure. J'ai mentionné Schwab parce que je connais un petit peu Schwab, j'ai un peu travaillé dessus. C'est vraiment intéressant de voir qu'effectivement l'œuvre de Schwab est très déroutante, puisque c'est un grand écrivain qui n'a écrit presque que des petits textes. Enfin, il a écrit des textes très longs, mais d'une certaine manière, comme un peu à la façon de ce que fera Borges un peu plus tard, il écrit des textes dont on ne sait pas trop dans quelle direction ils vont. Alors, pour terminer, mais ma conclusion va être un petit peu longue, il y a un certain nombre de pistes que j'aimerais explorer et que peut-être je me demande comment on peut explorer. Est-ce qu'on peut se passer du modèle végétal ? C'est une question que je me suis posée. Alors, à la fin de Rhizome, il y a un passage vraiment... résumons les caractères principaux d'un rhizome. À la différence des arbres et de leurs racines, le rhizome connecte en un point quelconque avec un autre point quelconque, et chacun de ces traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature. Bon, on peut envisager, effectivement, y compris dans la musique, ce qu'on appelle un nuage de points. Ce qui est étrange, d'une certaine façon, c'est que les modèles statistiques qui apparaissent, et je pense par exemple au livre contemporain de Michel Serres sur Leibniz et Pascal, où il a appréhendé véritablement le calcul des probabilités. J'ai pas beaucoup vu de métaphores stochastiques chez Gilles Deleuze. Quand il aborde la question de la machine, c'est pareil. Les textes de Wiener ou la théorie de la communication de Shannon, c'est-à-dire l'auto-organisation à partir du désordre, d'une certaine façon, le rapport à l'entropie, ne semble pas véritablement l'avoir intéressé. Et pourtant, à la fin, il écrit, on est tout près de la fin de l'introduction de Rhizome, un rhizome ne commence pas et n'aboutit pas. Il est toujours au milieu entre les choses, interêtre, intermezzo. L'arbre est filiation, mais le rhizome est alliance, je souligne, uniquement d'alliance. L'arbre impose le verbe être, mais le rhizome a pour tissu la conjonction et. Il y a dans cette conjonction assez de force pour secouer et déraciner le verbe être. Où allez-vous? D'où partez-vous? Où voulez-vous en venir? Sont des questions bien inutiles. Faire table rase, partir ou repartir à zéro, chercher un commencement ou un fondement, implique une fausse conception du voyager et du mouvement. Alors, pour le terme de l'alliance, c'est quand même très intéressant parce que quand on s'intéresse à la présence de Dieu telle qu'elle est indiquée dans le Lévitique, on voit quelque chose de très différent de la racine. Yahvé dit formellement à Moïse, je cite, « Dis à ton frère Aaron ne pas entrer tout le temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est au-dessus de l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparais dans la nuée sur le propitiatoire. C'est là que je te rencontrerai et que je te communiquerai, de dessus le propitiatoire, du milieu des deux chérubins qui sont sur l'arche du témoignage, tous les ordres que je te donnerai pour les enfants d'Israël. » On est effectivement dans le modèle de la nuée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on sait que le nuage de points, est la métaphore stochastique par excellence, mais il faut bien comprendre que ce qui est ici défini comme la présence de Dieu
n'est pas une présence de type métaphysique, comme on peut l'entendre, par exemple, dans la pensée racinaire des Grecs. C'est-à-dire que la présence de Dieu se fait de manière mobile, elle n'est pas assignée à un lieu, l'arche d'alliance est déplaçable, et d'ailleurs, les Hébreux désignaient la situation de Dieu en un endroit, dans l'arche, comme la Shekinah. Enfin, je prononce pas bien, ça doit être la Shekinah ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire là où effectivement s'établit la rencontre. Or, il ne s'agit pas d'un lieu situé, ni d'une totalité, il s'agit d'une sorte de coprésence indéterminée, surtout pas d'une transcendance. L'idée d'une transcendance va s'établir à partir du moment où on va faire entrer ce modèle de la Shekinah dans les structures philosophiques je dirais, de l'échelle scalaire, hein, c'est-à-dire le plus haut des êtres jusqu'à l'individu le plus immanent. Alors, c'est intéressant que finalement Deleuze n'ait pas envisagé ces métaphores stochastiques, et pourtant, la question de la relation est mise au cœur de ce passage, la relation. Or, qu'est-ce que la Shekinah, sinon finalement cet élément de la relation. J'ai trouvé aussi très intéressant le et sans verbe être, ce qui est, je pense, là encore, comme j'ai dit tout à l'heure au début, une allusion aux travaux de Heidegger, c'est-à-dire qu'on entre dans un milieu, mais pas un milieu fondateur. Tout le passage aussi sur la Chine est absolument intéressant, puisqu'effectivement, il y a bien un verbe être en chinois, chu, je ne prononce pas bien, mais finalement, il n'est pas structurant, lui, enfin, il ne structure pas les phrases, c'est-à-dire que la plupart des phrases chinoises peuvent absolument se passer de la copule être, dans la mesure où la simple conjonction permet de les établir. Alors, c'est vrai que l'ordre de la phrase chinoise est extrêmement rigoureux, et si on met pas le déterminant avant le déterminé, la phrase va devenir incompréhensible. Mais ce qu'il y a quand même de particulier, c'est que on n'est pas dans euh, dans une dans une ontologie, on va dire, de type racinaire ou de type construit. Euh, L'anthropologue Paul Jorion s'est intéressé d'ailleurs à la fois au chinois, puisque le chinois met les uns à côté des autres des termes qui ne se conjuguent pas, qui ne s'accordent pas, et qui ne sont donc positionnés que par la situation les uns par rapport aux autres, et qui constituent en eux-mêmes, je dirais, des entités non pas indépendantes, mais dans la poésie chinoise, par exemple, Van der Merch explique bien que dans le rapport à la temporalité, par exemple, le, le, on n'est pas dans le schéma, si vous voulez, du tout.
comprendre que l'un chez Plotin, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5. C'est une unicité. Et évidemment, cette unicité, on voit chez Porphyre dans la culture grecque, elle a une force racinaire extraordinaire. Mais de l'un procède le reste. C'est-à-dire que la procession est ce qui n'est pas engendré, mais qui suit. Voilà, c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans une procession. Hein, si on était engendré à chaque fois qu'on fait une procession, ça serait extrêmement compliqué. Mais procéder, c'est plus simple quand même. Or, les catholiques, qui s'opposent de ce point de vue-là aux orthodoxes, supposent que le Fils, qui a été engendré par le Père, le Saint-Esprit qui procède du Père, les catholiques expliquent que le Saint-Esprit, en fait, procède du Père et du Fils. Donc, filioque. C'est-à-dire qu'ils ajoutent le Fils. Alors, franchement, querelle byzantine, qu'est-ce que ça peut nous faire? Pour être poli. Oui, mais justement, c'est très embêtant pour les orthodoxes, pour des questions d'orthodoxie, mais pas seulement. Alors, voilà ce que dit Grégoire Palamas, qui est un théologien byzantin du XIIe siècle. Pour nous, la venue à l'existence de l'Esprit Saint n'est pas aussi de l'hypostase du Fils. Pour eux, elle est aussi celle du Fils. Alors, il précise un peu plus loin. Trinité absolument monarchique, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul monarque, non seulement parce que tu es la seule à gouverner l'univers, mais aussi parce qu'en toi-même tu n'as qu'un seul principe, au-delà de tout principe, l'unique monade sans cause de laquelle proviennent et vers laquelle retournent intemporellement et sans cause le Fils et l'Esprit. L'Esprit Saint, Seigneur qui tient son existence en procédant de Dieu le Père et qui par le Fils est donné, envoyé, manifesté à ceux qui croient d'une façon juste en toi, ô Fils monogène, qui vient à l'existence par engendrement, non pas par procession, de Dieu le Père et qui par l'Esprit Saint prend forme, habite et vit invisiblement dans les cœurs de ceux qui croient en toi, Père qui toi seul n'est ni engendré, ni ne procède, et qui en un mot est sans cause. Voilà, là on a une source monogène. Et les catholiques, en disant que finalement on procède du Père et du Fils, ils mettent un énorme désordre. Parce que, en réalité, voilà ce qui se passe. Considère aussi que la propriété paternelle, en tant que paternelle, inclut les deux, et le fait d'engendrer et celui de faire procéder. C'est donc pour cela que si le Saint-Esprit procédait aussi du Fils, le Fils serait aussi cause, en même temps que le Père en tant que cause. Et oui, on a deux causes. Au lieu d'en avoir une, on en a deux. Hier, on n'a pas eu une communication sur le bégaiement. C'est-à-dire que, finalement, on aboutirait à une sorte de bégaiement ontologique qui choque un bon grec bien philosophe, lecteur d'Aristote, et qui se dit mais ça peut pas marcher. Il est donc impossible que le Fils ait quoi que ce soit de l'hypostase paternelle, car si c'était le cas où les causes seraient deux, car le fait de faire procéder se trouverait dans deux hypostases, etc. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est que qui a introduit ce virus au sens virus informatique dans la logique monogène? Eh bien, c'est Saint Augustin. Saint Augustin au début de son De Trinitate. Et ce qu'on voit ici, peut-être, pourrait nous sembler être le point de départ, disons, d'un rhizome en train de pousser et prêt à se développer. Ça va prendre un certain temps, ça va finir par arriver.
Voilà, je voulais juste parler un tout petit peu de Busotti, mais vous savez, ça m'a beaucoup intéressé. Ça, c'est presque une petite parenthèse que j'ajoute. C'est-à-dire que Busotti a beaucoup travaillé avec John Cage, et c'est la seule image donc Deleuze propose au début de Rhizome et de Mille Plateau. C'est donc une partition qui est tout à fait intéressante. Alors, ça reprend un peu des questions que j'ai posées parce que finalement, c'était un ami de John Cage et il s'est intéressé à la musique aléatoire. C'est-à-dire que la question de l'aléa est véritablement posée dans ses goûts artistiques, même si elle n'est pas vraiment théorisée d'un point de vue épistémologique. Et j'ai trouvé, je ne peux pas vous la passer, ça serait trop long, mais une interview de Busotti où il commente en italien les compositeurs qu'il connaît. Et il y a une personne qui commente, on trouve ça sur YouTube très facilement. Donc il parle de tous les contemporains, Jim Cage, dont il était très proche. D'ailleurs, ils avaient un peu le même pianiste, puisque Tudor était aussi un pianiste qui a beaucoup travaillé pour John Cage. Et à un moment donné, il cite une personne, il dit voilà, il y a aussi Deleuze. Et il dit Deleuze m'a fait cet immense hommage de mettre mon morceau de musique, la partition au début de son texte. Il me dit oui, il parle pas de moi. Il a juste repris l'image. Peut-être un hommage d'ailleurs. Fallait-il relinéariser dans un autre texte une partition comme celle-ci, sachant que vous écouterez si ça vous tente sur Internet, la musique de Busotti est très intéressante et elle introduit à la fois le geste, la parole, travaille directement sur les cordes du piano et c'est effectivement quelqu'un qu'on a un peu oublié mais qui est tout à fait intéressant et je pense que s'il est au début de Mille Plateaux, c'est pas du tout par hasard. Voilà, j'ai terminé.